Ce cours a pour but de vous montrer comment l'énergie est utilisée par les organismes vivants et répondre aux questions suivantes. Comment se présente cette énergie? Sous quelle forme est-elle utilisable pour la vie? D'où vient-elle? Et quel est son rapport avec le métabolisme de la cellule? On observe, comme sur cette image, la différence entre une rose vivante et une rose morte, ou plus généralement entre un être vivant et un être mort, on constate que la différence saute aux yeux. Pourtant, les structures cellulaires, les enzymes, l'information génétique sont les mêmes. La grande différence en termes biologiques est que l'être mort n'utilise plus l'énergie. La thermodynamique nous enseigne que tous les systèmes vivants ont tendance à évoluer naturellement vers leur état d'équilibre le plus stable, c'est-à-dire la mort. Pour rester vivants, ces systèmes doivent s'éloigner de l'équilibre en consommant de l'énergie. Pour rentrer dans cette thématique qui n'est pas forcément simple à aborder, nous allons faire l'analogie entre un circuit électrique et l'utilisation d'énergie par un système vivant. Dans les deux cas, l'énergie d'un flux d'électrons est utilisée pour fournir un travail. En haut, vous connaissez tous le principe d'un circuit électrique. Une batterie composée de deux espèces chimiques présentant un potentiel de réduction différent permet de générer un flux d'électrons. Ce flux d'électrons est utilisé pour faire fonctionner un moteur qui permettra à son tour de fournir un travail. C'est la même chose pour un système vivant. Un flux d'électrons est créé, utilisé par la mitochondrie pour produire de l'énergie utilisable pour accomplir. Pour continuer l'analogie avec un moteur électrique, le cours va se diviser en trois parties distinctes. L'étude de la batterie, où l'on verra comment le catabolisme des aliments va permettre de produire un flux d'électrons et leur utilisation par des transporteurs spécialisés. L'étude du moteur, où l'on verra que la mitochondrie est l'organite intracellulaire capable de transformer ce flux d'électrons en énergie utilisable par l'organisme. Et enfin, l'étude de la machine, où l'on se focalisera en particulier sur le muscle et comment celui-ci est capable d'utiliser cette énergie produite pour pouvoir effectuer un travail. Première partie du cours, l'étude de la batterie, ou comment l'homme est capable de produire ce flux d'électrons à partir des aliments et quels sont ces fameux transporteurs professionnels d'électrons dans l'organisme. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la destinée d'un sandwich ou de n'importe quel aliment dans notre organisme est de produire des électrons en grande quantité, du gaz carbonique et de l'eau. Ceci se produit après la digestion complète du sandwich en molécules simples telles que le glucose, les acides aminés ou les acides gras. La production d'électrons se produit par ce que l'on appelle une oxydation complète. La réaction inverse s'appelle une réduction. Seules les plantes sont capables de réduire le gaz carbonique et de produire par réaction de photosynthèse des molécules organiques constituant entre autres les belles feuilles de salade et les tomates du sandwich. Pour aller plus loin dans la réaction d'oxydation, prenons comme exemple l'oxydation d'une molécule de glucose. L'oxydation du glucose en présence d'oxygène passe par deux grandes étapes. La glycolyse, qui produit du pyruvate à partir du glucose, et le cycle de Krebs dans la mitochondrie qui produit du gaz carbonique et de l'eau à partir du pyruvate. La conséquence finale de cette oxydation est la production de 6 molécules de gaz carbonique, 6 molécules d'eau, ainsi que 14 électrons portés par des transporteurs spécialisés, le NADH, nicotinamide adénine dinucléotide, et le FADH2, flavine adénine dinucléotide, qui lui transporte 2 électrons par molécule. Ces deux transporteurs sont qualifiés de transporteurs universels puisqu'on les retrouve dans tous les types de cellules vivantes sur Terre. Donc au total, l'oxydation complète produit 14 électrons utilisables par molécule de glucose. Pour résumer cette première partie, on a vu que les nutriments pouvaient donner un grand nombre d'électrons par oxydation complète en gaz carbonique et en eau. Ces électrons vont être captés par des transporteurs qui seront réduits en FADH2 et NADH. La question qui vous vient spontanément est la suivante, mais que fait l'organisme de tous ces électrons produits? C'est ce que nous allons voir. Après avoir vu comment l'organisme produit des électrons et comment ceux-ci sont transportés, nous allons maintenant voir ce qui est l'équivalent du moteur électrique de nos cellules, la mitochondrie. Comment comprendre le couplage qui existe entre la glycolyse et le cycle de Krebs, voir à quoi sert la chaîne respiratoire de la mitochondrie, et pour finir, parler de la synthèse d'ATP pour adénosine triphosphate, qui est la molécule transportant l'énergie directement utilisable par l'organisme. Les mitochondries sont des petits organites présents dans la totalité de nos cellules, à l'exception des hématies. Elles sont en nombre très variable en fonction des cellules et du besoin énergétique de ces cellules.
Après un entraînement sportif, le nombre de mitochondries augmente dans les cellules musculaires. La durée de vie d'une mitochondrie est d'environ 10 à 20 jours. Passé ce délai, celle-ci est dégradée par les lysosomes de la cellule. Pour se maintenir en nombre constant, les mitochondries doivent se multiplier de façon indépendante de la cellule. En moyenne, il y a environ 2000 mitochondries par cellule, ce qui représente 25% du volume total de la cellule. La mitochondrie est délimitée par deux membranes, une membrane externe et une membrane interne qui forment des crêtes vers l'intérieur. Cette membrane interne délimite l'espace intermembranaire entre ces deux membranes, ici en rose, et l'espace interne de la membrane de la mitochondrie, appelée également matrice, ici en orange. Vous savez tous que nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Cette dépendance à l'oxygène est due à la mitochondrie qui en a besoin pour produire l'ATP. L'ATP est le produit central du métabolisme énergétique de la cellule. Il est constitué d'un pentose, le ribose, que vous avez vu dans le cours sur les glucides. Ce sucre est lié à une extrémité, à une base, l'adénine, que vous avez vu dans le cours concernant la biologie moléculaire. L'association adénine-ribose forme ce que l'on appelle l'adénosine. Le ribose est lié à l'autre extrémité, à trois résidus phosphates. Comme indiqué, on désigne les phosphates par les lettres alpha, bêta et gamma. Chaque liaison, et en particulier la liaison gamma, est porteuse d'une grande énergie. Les lettres ATP sont les initiales d'adénosine triphosphate. Lors du clivage par hydrolyse du phosphate gamma de l'ATP, 30 kJ d'énergie sont libérés par mol d'ATP. L'ATP est transformé en ADP, adénosine diphosphate, et en phosphate libre. Dans la mitochondrie, l'ATP synthase est capable de reformer de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate libre en consommant de l'énergie. Le besoin en énergie de notre organisme s'élève quotidiennement à environ 8000 kJ, pour lesquels l'hydrolyse de 80 kg d'ATP sont nécessaires. Comme la quantité d'ADP est limitée à environ 4 grammes dans notre organisme, chaque ATP est phosphorylé plusieurs milliers de fois par jour. Le rapport entre le flux d'électrons que l'on a vu précédemment et la synthèse d'ATP se fait par le biais d'un transformateur électrochimique complexe mitochondrial que l'on appelle la phosphorylation oxydative. Le NADH va s'oxyder en NAD+ et libérer un électron. Cet électron libéré servira à produire de l'ATP à partir d'ADP, adénosine diphosphate. Nous allons voir les différents composants et les différentes étapes de cette phosphorylation oxydative qui ont tous lieu dans la mitochondrie et plus précisément au niveau de la chaîne respiratoire de la mitochondrie et de l'ATP synthase. Comme vous le voyez sur ce schéma un peu complexe, à partir des nutriments, sucres, protéines, lipides, la mitochondrie génère de l'ATP mais participe également à la formation de composés réduits, transporteurs d'électrons et plus particulièrement à celle du NADH et du FADH2. Ces deux transporteurs sont issus du cycle de l'acide citrique, également appelé cycle de Krebs, du nom de son découvreur. Ainsi, pour continuer avec notre analogie par rapport au circuit électrique, la mitochondrie sert non seulement de moteur électrique, mais aussi de batterie. Dans ce schéma un peu moins complexe, nous allons détailler chaque étape qui permet de produire de l'énergie à partir du glucose. Le glucose, par la glycolyse, va donner du pyruvate qui sera capable de pénétrer dans la matrice de la mitochondrie. Le pyruvate sera transformé en acétyl-coenzyme A qui sera consommé en entrant dans le cycle de Krebs et permettra la réduction de 3 NADH et d'un FADH2 ainsi que la formation du gaz carbonique. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le gaz carbonique que nous expirons provient de l'activité de nos mitochondries et plus exactement du cycle de Krebs. Par l'intermédiaire de la chaîne respiratoire, les deux transporteurs chargés d'électrons, le NADH et le FADH2, vont permettre de créer un gradient de protons entre l'intérieur de la mitochondrie, la matrice, et l'espace intermembranaire. C'est cette activité qui nécessite la consommation d'oxygène. Vous savez désormais à quoi sert tout l'oxygène que vous respirez. Le gradient de protons formé a pour effet de produire une différence de potentiel électrique d'environ 200 mV entre les deux versants de la membrane interne, schématisée par la pile électrique. Cette énergie électrique accumulée va être utilisée par l'ATP synthase pour produire de l'ATP qui va sortir de la mitochondrie et va être utilisée par l'organisme pour vivre. Pour vous illustrer l'importance de la chaîne respiratoire de la mitochondrie, voyons l'effet
de substances capables de bloquer le flux d'électrons généré par la chaîne respiratoire, comme par exemple l'antimycine A ou le cyanure. Chacune de ces substances est un poison mortel qui bloque le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Dans ces conditions, respirer ne sert plus à rien et les gens intoxiqués meurent par asphyxie. La force contenue dans le gradient est aussi désignée sous le nom de force protomotrice. Cette force engendrée par la chaîne respiratoire peut aussi être utilisée dans un autre but que la synthèse d'ATP. Chez les animaux hibernants, ainsi que chez les nouveau-nés humains, il existe dans la membrane interne des mitochondries du tissu adipeux brun une protéine découplante, UCP, appelée thermogénine. Cette protéine va permettre au gradient de protons de se dissiper sans passer par l'ATP synthase. Cette libération d'énergie va produire de la chaleur et ainsi permettre aux animaux de se réveiller et aux nouveau-nés de lutter contre le froid. Par le même système, il existe également des plantes, comme Symplocappus renifolius au nord du Japon, ou plus près de chez nous, Arum maculatum, capables de maintenir une température de 20 degrés alors que la température extérieure est négative. Vous voyez sur cette diapositive le bilan énergétique de l'oxydation complète du glucose en gaz carbonique et en eau. Dans le cytosol de la cellule, la glycolyse, c'est-à-dire la réaction produisant du pyruvate à partir du glucose, produit 2 ATP. Dans la mitochondrie, le cycle de Krebs produit également 2 ATP, mais surtout produit 6 NADH et 2 FADH2. Et c'est surtout l'utilisation de ces composés réduits par la chaîne respiratoire de la mitochondrie qui va produire le plus d'ATP. Au total, une molécule de glucose donnera 38 ATP, dont 34 par la chaîne respiratoire de la mitochondrie. Pour faire un bilan de cette deuxième partie, on a vu que les nutriments pouvaient donner un grand nombre d'électrons par oxydation des nutriments. Ces électrons vont être captés par des transporteurs qui sont réduits en FADH2 et NADH. Ces dérivés réduits produits dans la mitochondrie vont être utilisés par la chaîne respiratoire de la mitochondrie pour permettre la synthèse d'ATP. Nous allons maintenant voir à quoi sert l'ATP produit. Dernière partie du cours, nous allons aborder le rôle de l'ATP dans le métabolisme. Voir sans être exhaustif les fonctions qui ont besoin d'énergie pour être réalisées, en prenant comme exemple la contraction musculaire. Puis, pour aller plus loin, comprendre le lien bioénergétique, pas forcément évident, qui existe entre la lumière du soleil et la vie sur Terre. Comme je vous l'ai dit au début du cours, pour un être vivant, l'énergie produite sert avant tout à rester vivant. Elle permet à l'organisme d'accomplir une infinité de tâches différentes, telles que la locomotion, la digestion, la synthèse de nouvelles molécules, assurer sa reproduction, mais également assurer des tâches moins connues, comme éliminer des cellules non désirables par mort cellulaire programmée, assurer la réparation et la défense des cellules contre des agressions extérieures, permettre la communication entre les cellules et le transport d'organites, bref, une multitude de tâches. Sur cette diapositive est illustrée une réaction biochimique qui transforme un substrat en un produit. Cette réaction, si on la laisse se produire, se stabilisera à un état d'équilibre. Si on obtient beaucoup de produits à partir du substrat, la réaction est spontanée. Si on obtient très peu de produits, la réaction n'est pas réalisable spontanément. Comme par exemple, qu'un cornet de glace se remplisse spontanément de glace à la vanille. Si par exemple, à l'équilibre, on obtient un rapport de 1000 molécules de substrat pour une molécule de produit formé, on considère que la réaction ne se fait pas. Par contre, si cette même réaction est couplée à l'hydrolyse de l'ATP en ADP, alors le rapport entre substrat et produit se modifie et passe d'une molécule de substrat pour 100 molécules de produit formé. Et donc, la réaction se réalise. Le cornet de glace peut se remplir, aidé par le marchand de glace, ATP. Le couplage d'une réaction biochimique avec hydrolyse d'un ATP permet un déplacement du rapport d'équilibre produit-substrat de 10 puissance 5. Les muscles sont constitués de fibres rassemblées qui se terminent aux deux extrémités par un tendon accroché aux os du squelette. Chaque fibre musculaire correspond à une cellule qui contient des protéines contractiles structurées en myofibrilles. Chaque myofibrille est constituée d'une succession de fibres d'actine et de myosine qui se chevauchent. La myosine est, elle, composée de chaînes de protéines se terminant par une tête globulaire capable de changer de forme lorsqu'il y a hydrolyse de l'ATP en ADP.
Ainsi, l'hydrolyse de l'ATP permet un glissement des fibres de myosine sur les fibres d'actine. L'ensemble coordonné a comme conséquence le raccourcissement du muscle. Vous voyez ainsi que chacun de vos mouvements est dû à ce que l'on peut comparer à l'action d'une multitude de petites embarcations à rames, consommant de l'énergie pour pivoter l'une sur l'autre. La contraction musculaire nécessite un apport d'énergie sous forme d'ATP pour actionner la machinerie moléculaire très complexe que je viens de vous présenter. Intuitivement, vous saviez déjà que la contraction musculaire entraînait une dépense d'énergie. Porter des sacs pleins à ras-bord de course donne chaud. Par contre, vous ne le saviez peut-être pas, mais la décontraction musculaire également nécessite un apport d'énergie pour restocker le calcium libéré lors de la contraction. Vous voyez ainsi que la consommation d'énergie ne se place pas toujours là où on l'attend, mais également dans des tâches les plus basiques qui vous semblent aller de soi. Conclusion. Les nutriments donnent un grand nombre d'électrons par oxydation. Ces électrons vont être captés par des transporteurs réduits, le FADH2 et le NADH, ce flux d'électrons constituant la batterie. Cette énergie va être transformée en force protomotrice grâce à la chaîne respiratoire de la mitochondrie. Cette force va être ensuite mise à profit pour permettre la synthèse d'ATP. La mitochondrie est un transformateur électrochimique. L'hydrolyse de l'ATP en ADP, couplée à des réactions biochimiques, vont permettre de réaliser des réactions non spontanées. Ces réactions, mises bout à bout, aboutiront à réaliser des exploits sportifs, intellectuels, et tout simplement faire de nous des êtres vivants. Dans certaines substances, l'énergie solaire est capable de se transmettre aux électrons qui passent dans un état excité. Cette énergie est ensuite transmise sous forme lumineuse, fluorescente ou phosphorescente, comme par exemple dans les aiguilles de votre montre. Le mécanisme de la vie s'est intercalé à cette étape. Au lieu de restituer l'énergie solaire captée par les électrons sous forme lumineuse, cette énergie est utilisée par des réactions de réduction que l'on appelle la photosynthèse. Et c'est en grande partie grâce à la photosynthèse que la vie telle que nous la connaissons est apparue sur Terre. Ainsi, pour le vivant, tout est question d'énergie. Les êtres autotrophes, comme les plantes, sont capables de faire la synthèse de molécules organiques en réduisant le gaz carbonique grâce à l'énergie solaire. Les êtres hétérotrophes, dont nous faisons partie, sont capables de tirer l'énergie de leur alimentation pour mener à bien leur vie quotidienne. Nous allons utiliser une phrase dite par Sven Gorgi, prix Nobel de médecine en 1937, et qui résume bien la vision du vivant à travers la bioénergétique et ce que vous avez appris. Ce qui entretient la vie est un petit courant électrique alimenté par le soleil. Enfin, pour savoir si vous avez bien compris, je vous laisse répondre à ces différentes questions.